tous et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par les titres. Le renforcement du programme d'autonomisation des femmes, un projet pilote vient d'être lancé à Conakry. Il consiste à appuyer certaines initiatives féminines, notamment des activités génératrices de revenus. 120 millions de dollars pour soutenir l'agriculture familiale. Les rencontres ont commencé à la baie. Le comité de pilotage du projet tient sa première réunion avec des représentants de Mamou et Bokeh. Un forum sur les acquis de la Troisième République. Tous les grands actes posés ont été rappelés. La Guinée vient de loin et a pu parcourir une grande distance pendant ces 10 dernières années. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par ces deux décrets. Le premier portant convocation de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le président de la République, vu la Constitution notamment en son article 154, décrète, article 1er. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont convoqués pour la deuxième session ordinaire le mardi 15 septembre 2020 à 10h au siège 6e avenue, quartier Kouléondi, commune de Kaloum. Article 2. La durée de la session ordinaire est de 2 mois. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date d'ouverture de la session, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 10 septembre 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de hauts cadres au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Directeur national des pollutions, nuisances et changements climatiques. Monsieur Bangali Djoumessi, précédemment directeur national adjoint de la Direction nationale de l'environnement. Directrice nationale adjointe des pollutions, nuisances et changements climatiques, Madame Oumou Doumbouya, précédemment chef section des pollutions et technologies propres à la Direction nationale de l'environnement. Directeur national du cadre de vie, surveillance et observation environnementale. Monsieur Saïdou Doumbouya, précédemment directeur général adjoint du Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale. Directeur national adjoint du cadre de vie, surveillance et observation environnementale, Monsieur Mohamed Alas Silla, précédemment en service au Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale. Directeur général du Service national de gestion des catastrophes et urgences environnementales. Monsieur Yoko Ikoivogi, précédemment directeur général adjoint du Service national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales. Directeur général adjoint du Service national de gestion des catastrophes et urgences environnementales, Monsieur Alassane Bari, chef de département prévention et opérations d'urgence au Service national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 10 septembre 2020, signé professeur Alpha Condé. C'était annoncé, maintenant c'est fait. L'État renforce des éléments de sécurité de certains documents. La carte d'identité nationale est dans ce lot, elle devient biométrique. Il y a aussi des documents de l'État civil. Les ministres de la Sécurité et de l'administration du territoire ont pris part à la présentation officielle des premiers modèles. Mohamed Lamine Camara. Depuis quelques mois, le centre d'opération des documents d'état civil sécurisés est mis en place à Conakry. La plateforme est dotée de matériel conforme aux standards internationaux. Les actes de mariage, de décès, de naissance et les cartes d'identité biométrique y seront confectionnés. Pour matérialiser ce projet, le gouvernement et ses partenaires lancent ici à Matoto la procédure de délivrance des documents d'état civil numériques sécurisés. Les commissariats centraux et les communes de Conakry sont désormais les centres d'accueil pour l'obtention de toutes ces pièces d'identification biométrique. Tout le monde peut aller dans les centres de l'état civil à Conakry pour chercher son nouveau extrait et aller dans le commissariat pour la carte d'identité. Tout est prêt. Si vous ne passez pas au niveau
de l'état civil et procéder à votre enrôlement pour pouvoir bénéficier de la numérisation de ces actes d'état civil quand vous venez à la police. Si quelqu'un vous remet ça dehors et qu'il vous dit que c'est déjà fait, quand vous venez à la police, vous n'allez pas retrouver le document déjà numérisé au niveau de l'état civil, donc vous allez avoir des problèmes. Dans une synergie d'action, les ministères en charge de la décentralisation et de la sécurité pilotent le projet. On a des problèmes avec les passeports sur des fausses informations qui ont été introduites dans le système. Et lorsque cela est, c'est pratiquement impossible à corriger. Si des gens viennent donner une fausse date de naissance, un faux nom, une fausse filiation, un faux lieu de naissance, ça sera pratiquement impossible de le corriger. Nous recevons et quotidiennement des lots importants venant de différentes ambassades accréditées en Guinée, des lots importants de demandes d'authentification d'état civil. Comme pour vous dire que hors de la Guinée, nos documents véritablement attiraient non seulement la suspicion, mais aussi et très souvent le rejet. Alors, ceci est définitivement enterré en Guinée. Désormais, l'entreprise Multimédia Glory et son partenaire malaisien Danapuri travailleront en symbiose avec les services en charge de l'état civil par le biais d'un système informatisé. Le coût d'obtention des cartes d'identité biométrique dans les commissariats s'élève à 100 000 francs guinéens pour un délai de 2 semaines. Après Conakry, le processus va s'élargir progressivement aux autres communes de l'intérieur du pays. Notre promesse réalisée, celle d'aider les ménages les plus vulnérables. Les transferts monétaires ont commencé aujourd'hui. C'est la phase 2 de ce programme de l'Agnès lancé par le chef de l'État. Le point avec Kerna Ousmane Diallo. C'est l'image qu'affichent depuis ce matin les espaces dédiés pour le retrait du montant promis aux ménages dans le cadre de la phase 2 du plan d'urgence de l'Agnès contre le Covid-19. À Conakry, près de 17 000 ménages vulnérables sont concernés. Un appui financier de l'ordre de 250 000 francs guinéens par ménage et par mois. Une politique visant à partager la prospérité. Pour les bénéficiaires, le large sourire traduit toute l'importance de cet apport financier. Je suis très content. Ceci est un acte qui est de nature à soulager ceux qui en ont besoin. Ça m'a beaucoup plu. J'ai des enfants. Je suis une veuve. Ça me permettra d'acheter des filles. Merci beaucoup au président et au gouvernement pour cette aide en faveur des féminines. Pour mener à bien l'opération, les ménages ont été identifiés en amont suite à une enquête menée sur le terrain. Les ménages éligibles ont été dotés de téléphones et de puces MTN sur lesquels ils reçoivent des messages qui les permettent de retirer le montant promis dans les points express Ecobank ou IOP avec la Société Générale, deux partenaires techniques de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. L'objectif recherché, c'est d'atteindre le maximum de personnes vulnérables qu'on a ciblées, parce que pour partager cette prospérité, c'est là notre combat. Aujourd'hui, le gouvernement et les partenaires luttent pour ça. Ce programme de transfert monétaire aux ménages les plus vulnérables ne concerne pas que Conakry. Progressivement, à compter de ce mois, les opérations seront étendues à l'intérieur du pays pour toucher 9 préfectures pilotes. Initiative présidentielle suivie de près par la primature, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale espère toucher au total 1,5 million de Guinéens durant les 6 prochains mois dans ce programme de transfert monétaire aux ménages les plus vulnérables. Un atelier d'information et de partage, il est lancé par la ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes. L'objectif est de renforcer le programme national d'aide aux dames. Il s'agit d'un programme pilote pour appuyer certaines activités génératrices de revenus. Jenna Yansane. Malgré la création d'un département en charge des droits et de l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat féminin reste faible en Guinée, car seulement 14% des entreprises formelles sont créées par des femmes.
pilier de la cellule familiale. Tout en gagnant moins que les hommes, les femmes supportent et assument des charges financières et sociales plus importantes au niveau des ménages. Le programme d'appui à l'entrepreneuriat et à l'autonomisation des femmes constituera un levier majeur dans la réalisation des objectifs de la politique nationale qui vise à éliminer d'ici 2030 les disparités entre les sexes en s'attaquant aux inégalités et à toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Ce programme, dans un premier temps, a fait l'analyse situationnelle, répertorier des groupements et dans ces zones pilotes et essayer de les doter les outils en termes de formation. Et seconde phase, c'est le financement parce qu'il ne faudrait pas seulement financer, mais il faut outiller les femmes dans le mécanisme de transformation agricole. Je me dis que si toutes ces activités sont mises en œuvre, il y a une chaîne de valeur que nous allons avoir à l'attention des femmes et surtout l'inclusion économique et sociale des femmes. L'objectif, c'est de, comme on l'a dit, c'est de partager et d'informer. Partager quoi? Les gens, pendant la période de Covid, ils ont certainement mis au point des stratégies face à cette pandémie. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de demander à ces actrices qu'est-ce qu'elles ont fait pendant cette pandémie et qu'est-ce qu'on peut capitaliser dans ça pour que les activités reprennent de plus belle? Le PEFAF est aligné sur le plan national de développement économique et social 2016-2020, PNDS. Il constitue notamment deux axes, la transformation économique durable et inclusive et le développement inclusif du capital humain. Le PNUD et même plus largement le système des Nations Unies ont compris que les actions de soutien à l'autonomisation des femmes étaient une condition majeure pour accélérer la dynamique de développement, d'inclusion sociale, de création d'activités génératrices de revenus, que ça permettrait de soutenir la transformation structurelle des modes de production, de consommation, donc un enjeu majeur. Le PNUD naturellement soutient la vision nationale, la vision des plus hautes autorités du pays, le président de la République qui a ouvert le centre d'autonomisation des femmes. La création du nouveau ministère chargé des droits et l'autonomisation des femmes va certainement revigorer cette démarche dans le sens de l'autonomisation de la couche féminine. À la baie, le projet agriculture familiale vient de tenir sa première réunion consultative interrégion. Mamou et Bokeh sont donc représentés. Il s'agit d'un grand programme pour lequel un financement de 120 millions de dollars est mobilisé. Explication, Falilou Diallo. Améliorer de manière durable la sécurité alimentaire, la situation nutritionnelle et les capacités de résilience aux crises des ménages ruraux. C'est le but visé par le projet agriculture familiale, résilience et marché. Pour cette première phase, 65 000 exploitants agricoles ainsi que leur accès aux marchés locaux, urbains, régionaux sont concernés. Pour un total de 15 préfectures des régions de Haute et Moyenne Guinée. On va suivre tous les acteurs, on va accompagner tous les acteurs de la chaîne, du riz, du maïs, mais aussi de la culture maraîchère. Pourquoi pas d'autres cultures? Parce qu'on ne met pas de côté les autres cultures. Vous voyez, dans les bassins versants, on va mettre les fruitiers, on va mettre l'anacade, on va mettre le café, ce que les gens veulent. Mais même dans les tapades, on fera le reboisement, on demandera aux femmes ce qu'elles veulent. Est-ce que c'est les manguiers, est-ce que c'est les orangers, est-ce que c'est le café, et ainsi de suite. Donc la spécialité, c'est que ça va couvrir tous les acteurs de la filière jusqu'au marché. Cette première réunion du comité consultatif régional regroupe les régions de Mamou, Bokeh et Labé et les deux composantes complémentaires du projet AgriFarm, à savoir le renforcement de l'agriculture familiale et résilience au changement climatique et l'accès au marché, seront épluchés par l'ensemble des acteurs intervenants dans ce projet. Les conditions de vie des populations rurales vont être améliorées par l'amélioration de la production et de la productivité agricole. D'inviter toute la population de ces différentes régions regroupées, Basse-Guinée, Moyenne-Guinée et Haute-Guinée, à resserrer les rangs en vue d'amorcer très prochainement au sein de ce groupement AgriFarm pour que la Guinée puisse très bientôt
être parmi les pays exportateurs de riz, parce que nous l'avons été dans le passé. Des débouchés au surplus de production seront réalisés à travers la construction et la réhabilitation des marchés, la professionnalisation pour la collecte et la réalisation des pistes rurales. Le tout pour la mise en place d'un dispositif de gestion de ces infrastructures économiques pour ainsi assurer leur pérennité et lutter contre la pauvreté en milieu rural. Pour améliorer la mobilité des agents sur le terrain, des engins roulants ont été remis aux représentants des 3 régions que couvre le projet AgriFarm. Protection de la faune, 2 éléphants de la forêt de Ziama se sont égarés. Ils sont allés au-delà de leur zone habituelle, mais leur trace a été retrouvée dans un pays voisin. Des éco-gardes ont été dépêchés pour faciliter le retour de ces pachydermes. Alpha Isiagaba. La forêt de Ziama est un patrimoine forestier par excellence. Ici, de nombreux animaux menacés d'extinction y vivent. Parmi eux, les chimpanzés et les éléphants. Ces derniers temps, 2 éléphants de la biosphère des Ziama sont sortis de leur territoire pour se réfugier au Libéria. La Guinée s'apprête à déployer une équipe d'éco-gardes au Libéria pour une sensibilisation en vue d'un éventuel retour de 2 éléphants dans la forêt des Ziama. Raison du redéploiement des éco-gardes du centre forestier au Libéria pour le suivi des éléphants qui ont quitté la réserve biosphère des Ziama, c'est d'organiser que ces éléphants se retournent au niveau de la réserve des Ziama, puisque c'est un patrimoine qui appartient à l'État, et d'organiser avec les équipes du Libéria la protection de ces pachydermes jusqu'à leur retour au niveau de la réserve de biosphère où la conservation est gérée par le centre forestier des Iré-Corée. Ces éléphants sortent de la réserve et sont suivis dans le terroir par des agents du centre forestier qui ont une certaine spécialisation dans ce cadre-là. Quand nous avons eu la situation, on les a contactés. Et au jour d'aujourd'hui, même ils sont pressés de l'arrivée de nos agents. Ces éco-gardes spécialisés dans le suivi des éléphants autour de la réserve de Ziama se montrent déjà rassurés quant à la réussite de leur mission. Je remercie beaucoup le centre forestier d'avoir placé confiance sur moi en personne et avec mon équipe pour aller suivre les éléphants de la réserve de Ziama qui sont quittés il y a de cela 2 semaines, partis au côté Libéria. Donc on va se battre pour qu'ils puissent se retourner en Guinée. D'ores et déjà, un accord est signé entre la Guinée et le Libéria en matière de conservation et de gestion des forêts. Un accord qui permettra aux éco-gardes de 2 pays de bien mener leur travail. La région des Iré-Corée prépare une grande rencontre sur la pisciculture. Cette foire aux poissons va permettre aux grands foyers piscicoles du pays d'échanger sur les techniques utilisées. Pourquoi ça marche bien dans certains endroits et moins dans d'autres? L'événement se prépare dans la cité. Mohamed Salih Oupaï. Une pisciriculture accessible au plus grand nombre de paysans pour augmenter les revenus des producteurs ruraux. Depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême, nombreuses sont des initiatives qui reposent sur la valorisation de la fertilité des bas-fonds par la polyculture piscicole associée à la riziculture inondée. Cette stratégie permet aux producteurs de rentabiliser rapidement leur investissement. Grâce donc au projet de société du professeur Alpha Condé et de l'appui des bailleurs de fonds, notamment l'AFD et l'Union européenne, plusieurs projets ont vu le jour. Le PPGF, le PDR-PGF et le dernier, le PISCO-FARM, pour un montant de 13 millions d'euros. Cette séance de travail vise donc à harmoniser les points de vue en faveur de la tenue prochaine de la journée régionale de la pisciculture en région forestière. L'organisation de cette journée rentre dans le cadre vraiment de la reconnaissance des efforts que le gouvernement déploie pour la réduction de la pauvreté dans cette région, l'accès facile à la source de protéines. Pour reconnaître les actions du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui dans son accompagnement du monde rural n'a pas oublié la pisciculture.
Et comme tout le monde le sait, c'est lui qui a été le premier chef de l'État en Guinée à accompagner la pisciculture de façon spéciale. Nous avons des alevins de qualité et en continuant à accompagner les producteurs dans leur carrière, l'ouverture des pistes rurales qui mènent les producteurs vers les centres urbains. Aujourd'hui, grâce à l'appui personnel du chef de l'État, la pisciculture fait du chemin et se développe à travers tout le pays. Une opportunité de diversifier les sources de revenus au village. Elle constitue pour les urbains une occasion d'investissement productif dans les campagnes. La pollution est un sujet grave pour l'humanité, de sorte que l'année passée, une journée a été dédiée à l'air pur. La première célébration devait avoir lieu cette année, mais la crise sanitaire s'est invitée dans le débat. Néanmoins, le sujet reste d'actualité et le ministre de l'Environnement a fait une déclaration commentée par Abdoulaye Diallo. La célébration de la Journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu est l'une des résolutions adoptées en 2019 par les Nations Unies. Célébré chaque mois de septembre, l'événement consiste à sensibiliser et à mobiliser le monde entier pour lutter contre la pollution atmosphérique qui constitue de nos jours une véritable menace environnementale et un danger pour la santé. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, commémore pour la première fois dans l'histoire cette journée dédiée à l'air pur. La pollution de l'air est une véritable préoccupation pour nous tous, mais les populations les plus pauvres et les plus marginalisées sont les premières à en souffrir. C'est pourquoi on ne peut plus accepter que les populations, surtout les femmes et les enfants, continuent de respirer tous les jours les fumées mortelles émises par les fourneaux, les combustibles polluants à l'intérieur de leur habitation. Pourtant, l'atmosphère fournit de nombreux services qui maintiennent la stabilité du climat, protègent les écosystèmes et les cultures et fournissent aussi l'air que nous respirons. Pour cette première célébration, le monde est confronté également aux effets de la pandémie du coronavirus. Une situation qui a affecté négativement toutes les économies mondiales, ce qui impose une urgence et une nécessité d'amélioration des capacités de résilience des communautés. Toutefois, la Guinée, partenaire de la coalition pour le climat et de l'air pur, se réjouit humblement de soutenir conformément à ses engagements conventionnels les efforts mondiaux visant à sensibiliser les populations sur les sources et les impacts de la pollution atmosphérique et les solutions adéquates pour améliorer la qualité de l'air. C'est à ce motif que le gouvernement guinéen, imbu des instructions et orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, voudrait interpeller l'ensemble des parties prenantes, départements ministériels, secteurs privés, sociétés civiles et les partenaires au développement à collaborer en appuyant les actions et les solutions en faveur de l'air pur dans notre pays. Selon un rapport de Hilleffect Institute des États-Unis, la pollution de l'air est la 6e cause de mort précoce dans le monde. Il y a quelques mois, des heurts ont éclaté à Frigyadi, les causant des cas de mort. La justice avait alors ouvert des enquêtes. Aujourd'hui, quelques avancées sont enregistrées. Un agent des forces de sécurité est interpellé pour être entendu par un tribunal militaire. Mamadi Ternaka Bissoko. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, fait le point sur l'évolution de la procédure judiciaire engagée après les événements de Koya dans la périphérie de Conakry. Le 12 mai dernier, les populations de Frigyadi se sont révoltées contre les agents des forces de l'ordre déployés au niveau des barrages filtrants installés dans la localité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le mouvement avait alors entraîné des actes de vandalisme sur les édifices publics. Et les accrochages entre les jeunes manifestants et services de sécurité ont provoqué la mort de 5 personnes. Quelques mois après les faits, les enquêtes ont abouti à l'interpellation d'un agent des forces de l'ordre. Des cas d'atteinte à l'intégrité physique des personnes ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires. Et sans tarder,
une information contre X a été ouverte pour pouvoir identifier les participants en termes d'auteurs principaux, des complices, des co-auteurs, à la conception et à l'exécution des infractions constatées sur le théâtre des opérations. À date, je vous informe donc qu'un élément des forces de défense appartenant au camp d'infanterie de Koya a été dénoncé et immédiatement, cette dénonciation a fait l'objet de vérifications et des mesures ont été prises en vue de son interpellation. Cette interpellation est le fruit d'une collaboration franche entre les services de sécurité de Koya et les habitants. Un bon début d'action concertée dont se réjouit le garde des Sceaux. Si exactement des informations étaient portées à la connaissance des services compétents de l'État, des informations objectives qui ne sont pas de simples supputations ou de simples suppositions, mais des informations et dénonciations avérées, immédiatement, il est de notre devoir de réagir et de prouver à la face du monde qu'en réalité, l'État guinéen, les autorités judiciaires guinéennes ne protègent en réalité aucun élément. Pour le ministre de la Justice, tous les dossiers en instruction devant les tribunaux feront l'objet d'un examen minutieux dans le but de promouvoir les droits humains et les libertés individuelles dans le pays. Quand une formation qui réunit plusieurs élus locaux et des chargés des collectivités vient de se tenir, ils vont apprendre de nouvelles techniques sur le management et la gestion de certains outils de développement. Le stage est organisé par le ministère de l'Administration et du Territoire et de la décentralisation du territoire. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, l'objectif est de favoriser une décentralisation participative. Aboubakar Diaby. À travers cette initiative du ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, il s'outille en technique de gestion communautaire axée sur le management, le leadership, la communication et la planification avec des objectifs clairs. La démarche vise à responsabiliser les élus locaux du pays en faveur d'une bonne politique de décentralisation. Le ministère de l'Administration du Territoire a pensé à les outiller pour renforcer leurs compétences en management, en leadership, en communication, voire en planification. Le tout pour objectif d'avoir un développement communautaire insufflé à la base. Ce n'est plus un développement initié par le gouvernement central Conakry, mais un développement insufflé par les, comme on le dit souvent, par les fils du terroir, avec des ressources financières et humaines disponibles sur le champ et des objectifs ciblés par eux-mêmes. Pour les participants et les autorités régionales de Kankan, cette formation va permettre à coordonner des actions de développement dans les communes rurales et urbaines de l'arrière-pays. Étant élu, j'ai une redevabilité à travers mes électeurs. Donc, pour pouvoir satisfaire les électeurs, je dois pouvoir les manager, leur expliquer mes programmes, faire une bonne planification pour avoir un bon résultat. La manière de transmettre l'objectif à la population, surtout à une population à 70% analphabète, déforme rapidement la compréhension et fait constituer très rapidement aussi des obstacles. Donc j'ai cru que c'est l'un des meilleurs ateliers que les élus vont recevoir. Déjà ici, tous accordent un intérêt particulier à cette rencontre qui se déroule sur 3 jours.
De la fibre optique sur plus de 4000 km, la promesse présidentielle est tenue. Après 5 ans de travaux, les opérateurs commencent à entrer en action pour rendre disponible la communication à très haut débit. Le lancement officiel, c'est demain, mais nous vous proposons en exclusivité un extrait de l'émission Entretien de Coloma avec comme invité le directeur général de la Société de gestion du backbone. Suivez. Le président de la République a tenu sa promesse en déployant la fibre sur 4425 km, suivant un prêt. Et la SOGEB est prête à 100%. Je demandais simplement aux opérateurs de venir se connecter aux fournisseurs d'accès Internet, comme l'a demandé hier, je ne vais pas citer son nom, qui a demandé sur une dizaine de sites, même à l'intérieur du pays, de venir se connecter pour donner le haut débit aux administrations, aux privés, aux Guinéens tout court. Nous avons fait notre partition en déployant la fibre, en la rendant efficace, efficiente. Mais nous ne sommes pas des commerçants pour vendre au marché, pour vendre aux Guinéens ou à l'administration. Donc il appartient maintenant aux opérateurs, aux fournisseurs d'accès Internet de jouer leur partition. Sinon, le président de la République, la SOGEB, le gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Postes et Télécommunications, celui des TP, la CGP, nous ont accompagnés pendant ces 5 ans et demi. C'est vrai que ça n'a pas été facile, beaucoup de difficultés, mais quand on croit au projet de société, d'une nation, d'un chef, on s'y met et nous sommes arrivés à bout grâce au soutien de tous ses partenaires. Entretien réalisé par Kamara Boubacar, l'intégralité à retrouver tout à l'heure après le journal. Un forum sur les acquis de la Troisième République, c'est l'idée d'une ONG qui se propose de passer en revue les grands actes de développement posés durant ces 10 dernières années. Plusieurs panels ont été constitués pour aborder les différentes thématiques. Bakary Bamba Kondé. Après 10 ans de gouvernance de la Troisième République, à sa tête le professeur Alpha Condé, quel bilan a dressé? La question est au centre de ce forum citoyen. Un forum qui a pour leitmotiv expliquer aux Guinéens les progrès réalisés dans tous les secteurs socio-économiques du pays durant cette décennie et les perspectives du chef de l'État. Initié par la COP Guinée, il a pour thème 10 ans d'action économique et sociale, 10 ans de démocratie participative, une décennie de développement durable au service de la nation. Il regroupe les sociétés civiles, les administrateurs et aussi les autorités du gouvernement. Pour la qualification, nous voulons parler du bilan. Au cours des 10 ans, vous avez suivi l'an dernier l'initiative présidentielle qui avait été lancée pour le reboisement, n'est-ce pas, massif, n'est-ce pas, et la restauration de nos forêts en Guinée, qui ont été victimes des agressions abusées des forêts. Et aujourd'hui, j'avoue avec l'organisation des gardes forestiers, l'engagement du chef de l'État pour restaurer donc ces forêts. Aujourd'hui, nous sommes très avancés. C'est à travers des panels que les jeunes sont imprégnés des acquis de la gouvernance Condé. Les panélistes sont des cadres de plusieurs départements ministériels, des institutions qui, à tour de rôle, parlent des avancées dans leurs différents secteurs depuis l'avènement de la Troisième République en 2010. Au cours de cette décennie de gouvernance du professeur Alpha Condé, nous avons mobilisé plus de 200 milliards de francs guinéens, chose qui n'a jamais été faite. Donc vous voyez que les acquis sont très très nombreux, on ne peut pas finir de les citer. Si évidemment les administrateurs de haut niveau, d'expérience et de compétences qui sont là, échangent entre eux, je pense qu'à la sortie, même s'ils sont d'origine idéologique différente, ils trouveront des points d'entente sur lesquels il faut s'appuyer pour travailler ensemble afin de faire avancer la Guinée. Le Forum citoyen sur la décennie de gouvernance en Guinée est apolitique selon les initiateurs. Son seul but est de permettre à la nation guinéenne de comprendre les efforts fournis par le professeur Alpha Condé pendant ces 10 ans de gestion, mais également ses ambitions pour le décollage économique de la Guinée. Un mouvement de soutien du candidat du RPG, il est lancé par le collectif des attachés des cabinets. Hier, c'était la toute première activité de cette jeune structure. L'événement a réuni plusieurs hauts responsables du pays. Yaya Silla.
La coalition des jeunes attachés de cabinet est parmi la grande vague des mouvements de soutien des jeunes et des femmes au professeur Alpha Condé pour sa candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Cette nouvelle coalition de jeunes attachés de cabinet a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur la non-violence, le civisme et surtout sur l'œuvre accomplie par le professeur Alpha Condé depuis son accession à la magistrature suprême. La COJAC est une organisation à vocation sociale et politique dont l'objectif est de défendre les intérêts des membres et de les amener à s'impliquer dans le mouvement de soutien du candidat du RPG Arc-en-Ciel aux élections présidentielles du 18 octobre 2020. Au cours de cette cérémonie, les participants ont suivi une vidéo de 13 minutes qui retrace quelques grandes œuvres du professeur Alpha Condé en tant que président. Une publication largement appuyée par le chef du protocole, l'ambassadeur Senkou Kaba, parrain de cette nouvelle coalition des jeunes. Ici, nous devons nous engager à suivre les instructions de notre champion lorsqu'il dit « comparons, débattons, bilan contre bilan, résultat contre résultat. Tant que cela restera notre leitmotiv, la raison nous sourira toujours. L'action de notre leader est réelle, palpable et est constatable dans tous les secteurs de la vie socio-professionnelle de notre pays, sauf si vous voulez faire montre de mauvaise foi. Dès la semaine prochaine, nous serons sur le terrain pour sensibiliser nos militants, d'aller retirer leur carte d'électeur et les expliquer aussi comment voter. Les artistes comme Sayon Kamara et Yeliki Madi ont fait une prestation teintée de messages d'unité des Guinéens et de la préservation de la paix entre les Guinéens. Dans un autre registre, certaines habitudes sociales continuent d'avoir la vie dure. C'est le cas par exemple de l'excision. Le phénomène est encore courant à Mamou, d'où cette campagne dans la région financée par l'UNFPA. La démarche vise à recueillir des idées pour éradiquer le mal. Mamadou Baté Baldé. En Guinée, les vacances scolaires constituent les moments propices pour les familles pour pratiquer les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Malgré la ratification de toutes les conventions relatives aux droits de la jeune fille par le gouvernement guinéen, ces pratiques néfastes persistent encore dans nos communautés. D'où le lancement à Mamou de la campagne nationale d'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants et les violences basées sur le genre. Il y a le code pénal d'abord qui nous renforce beaucoup dans ce sens-là. Le code pénal punit sévèrement les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. C'est ce qui nous renforce beaucoup. Sinon, tu ne peux pas mener un combat sans pour autant, il y a la loi qui nous renforce beaucoup dans la lutte contre les MGF et les pratiques néfastes contre... C'est pourquoi le gouvernement a initié cette activité pendant ces périodes de campagne et le Fonds des Nations Unies pour la population va accompagner l'ensemble des activités dans la région afin qu'aucune fille ne soit excisée, mutilée et aucune fille ne soit mariée avant l'âge de 18 ans. C'est conscient des dangers de ces pratiques sur la santé des femmes et des jeunes filles que le ministère de l'Action sociale, qui bénéficie de l'appui de l'UNFPA, a initié cette campagne. Piloté par la direction régionale de l'action sociale, l'objectif est de mobiliser l'ensemble des acteurs afin de renforcer la dynamique de changement face aux conséquences néfastes de ces pratiques à l'égard des filles et femmes et sur la santé sexuelle et reproductive. Les conséquences liées aux mutilations génitales sont très vastes, donc l'accouchement très difficile des femmes, qui est suivi par la mort. Nous attendons à ce que les parents comprennent que l'excision, c'est une pratique néfaste pour la jeune fille en personne et pour la communauté. Pour élever le défi, le gouvernement guinéen a déjà mis en place un comité régional de lutte contre les mutilations génitales féminines des cellules et des centres de VBG. C'est la fin de cette édition d'information. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis Batena Fadji. Merci et continuez d'être fiers de votre télévision nationale. Bonsoir.